Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Comme d'habitude, vous savez, je vais continuer à dénoncer cette équipe de pauvres tribalistes au Guinée, parfait ici, et l'autre là où c'est Ndjemek, ou c'est quoi là, même ce nom-là de Mbot Makoubi, ces pauvres tribalistes qui font la honte à la République. Écoutez, vous allez écouter comme Valère Bessala les a tirés dessus à balles réelles. Laissons Valère Bessala développer. Suivons, ne quittez pas, regardez jusqu'à la fin et nous allons commenter. Plus simple du président Pobia. Donc, il a institutionnalisé le tribalisme, ce que l'aîné docteur Kamga appelle le tribalisme d'État, pour que ses frères soient toujours insécurisés par les revendications des autres tribus lésées et que justement ses frères travaillent au quotidien pour le maintenir au pouvoir. Aussi simple que ça. On n'a pas besoin d'expliquer de midi à 14h. Les propos haineux donc ne sont rien d'autre que la conséquence. Professeur Pierre Blériot, Niamek, la politique et le politique sont-ils pour beaucoup dans ce que nous appelons ce matin le tribalisme et les propos haineux en République du Cameroun? Alors, parfait, ici, j'aurais voulu ajouter quelque chose dans la définition du professeur. Allons-y. Lorsqu'on présente le tribalisme de manière commode, il répond exactement à cette définition. Mais il y a que le tribalisme est un sentiment. Donc, on construit également le tribalisme. Il y a deux aspects que les gens ne prennent pas en compte. L'autoflagellation excessive, même des membres d'une tribu, peut être considérée comme du tribalisme. C'est-à-dire que je veux dire qu'un Bassa peut être tribaliste vis-à-vis des Bassas. Les gens, oui, bien sûr. Ça c'est ce qu'on appelle... Il y a l'auto-racisme, on appelle l'auto-tribalisme. les gens, vous voyez, c'est-à-dire tu décides de faire du mal aux gens de ta tribu. Vous appelez également ça tribalisme? Oui, ça s'appelle l'auto-tribalisme, c'est de l'auto. Bon, c'est-à-dire comme vous êtes auto. oui, et vous verrez. Jusque-là. Non, c'est archivé comme ça scientifiquement. Maintenant, il y a un autre aspect. Oui. Il y a l'hypervictimisation, qui est aussi du tribalisme. Ça veut dire quoi? Un individu qui estime que tout le monde lui en veut. Que tout le monde lui en veut. Il se construit donc en lui-même des ressentiments qui deviennent une forme de détestation de l'autre. Donc, quand vous prenez cela, les hommes politiques donc savent utiliser cela en des moments précis. Ils peuvent vous orienter de telle sorte que vous pensez à un moment donné que tout le reste du monde vous en veut et que vous avez quelque chose à défendre ou à préserver vis-à-vis des autres. Mais ils peuvent aussi vous pousser à vous autodétruire en pensant que votre tribu n'est pas suffisamment bonne pour être vue ou pour émerger. En des moments cruciaux de la vie politique, on utilise ce bâton comme on veut. On a eu ce qu'on a appelé la décentralisation. Mais avant la décentralisation, on a parlé de l'équilibre régional. Si l'équilibre régional avait fonctionné de manière optimale, si il avait fonctionné de manière juste, il n'aurait pas généré le tribalisme. Malheureusement, l'équilibre régional a fonctionné à géométrie variable. Vous avez entendu Yaya Bello dire que ce sera du gagnant-gagnant, non? Ouais. C'est-à-dire qu'on donne sa voix pour recevoir quelque chose à la proportion de ce qu'on a donné. C'est vrai également que Blériot, tout un ancien premier ministre dans ce pays, avait également dit que politique n'enjangi. Alors, tu me donnes, je te donne. Si la politique sont... Scratch my back, ok. scratch your own. Ok, parfait. Ici, si la politique c'est donc d'une djangi, regardez donc la difficulté dans laquelle se trouve le RDPC. Biya gagne souvent l'élection à 70%. Ça veut dire que tout le monde lui a donné. Mais comme il n'y a pas suffisamment pour donner à tout le monde qui lui a donc donné, quand je dis donner, c'est entre guillemets, il a pris chez tout le monde. Mais il n'a pas suffisamment pour donner. Il va donc être comme ce mauvais polygame qui va donc se mettre à mentir, à ne plus donner ce qu'il devrait donner. L'extrême nord lui a donné, non? Il ne lui a pas rendu.
parce qu'il n'y en a pas suffisamment. Et là, l'extrême nord aura l'impression que quand on ne lui donne pas, c'est parce que ce qu'il y a à donner, on a donné ailleurs. Et notamment quand tu es dans l'extrême nord, tu crois qu'on a donné au sud. Tu commences donc à détester quelqu'un qui n'est pas en fait ta cible. C'est là le travail du politique ou de la politique. Te faire croire que si tu n'as pas reçu, c'est parce que ce que tu devais recevoir a été donné ailleurs. Alors qu'ailleurs aussi, on n'a rien donné. Très bien. Voilà. Donc, le tribalisme est un construit. Dans la réalité sociologique du Cameroun, nous sommes un état de village. Chacun essaie de lutter pour la préservation des intérêts de son village. Mais je vais vous poser une question parfaite. Si vous travaillez et vivez à Douala, quel est l'intérêt que vous avez à vous battre pour qu'il y ait une route à Banganté? Si vous n'avez pas été forgé à penser que les bonnes choses doivent aller chez vous, c'est-à-dire vous travaillez toute votre vie et vivez à Douala, s'il n'y a pas une route qui part du domicile qui est le vôtre jusqu'à votre lieu de travail, si vous n'arrivez pas à circuler dans Douala et que vous vous battez pour qu'il y ait les routes à Banganté, est-ce que vous rendez service à vous-même? C'est de la manipulation. Si nous disons que le Cameroun est un tout et que nous vivons dans ce tout-là, ce genre de réflexes, j'ai pris un simple exemple, sont des réflexes construits qui ne vous profitent en rien. Je chute en disant, vous vivez en ville, vous vivez jusqu'à 60-70 ans en ville. On vous convainc dans votre village d'aller construire votre meilleur domicile au village, où vous irez quand vous aurez 75 ans et vous vivrez 5 ans avant de mourir. Vous pensez que c'est intelligent? Très bien. Pas du tout. Merci Pierre Blériot. On va passer également la parole à Hilaire Kamga. Hilaire Kamga, je veux absolument avoir votre point de vue sur cet aspect de choses. Vous qui êtes un homme public, vous qui êtes progressivement un leader d'opinion, quel est le regard que vous posez sur ce que nous appelons tribalisme au Cameroun et maintenant la montée, moi j'ajoute en puissance, des propos haineux, les uns et les autres l'ont dit, sur les réseaux sociaux, dans certains médias, au niveau de la vie politique et que sais-je encore. Que pensez-vous de cet aspect des choses au Cameroun? D'abord, il faut dissocier le tribalisme des propos haineux, bien entendu. Tout à fait. Les deux éléments ne sont pas, Tout à fait. Ne traduisent pas les mêmes réalités. La première chose qu'il faut dire, il faut être d'accord avec l'intervenant, notamment Mathias qui a parlé d'un phénomène structurel, qui est bien maintenant puisé, j'ajoute, dans la conjoncture, pour mieux s'exprimer, pour mieux se mettre en exergue. La conjoncture étant très régulièrement les cycles politiques, bien entendu. Mais ce n'est pas les élections de 2018 et autres. Il faut noter déjà que depuis l'avènement du multipartisme, la construction du jeu politique au Cameroun se structure pratiquement malheureusement autour du tribalisme, qui est devenu un tribalisme d'État. C'est très important. Dans les années 90, c'est de ça qu'il était question, simplement, pas autre chose. Où des grandes expressions, Anglobami, Lakam par-ci, et Singan par-là, et tout ça étaient des réalités autour duquel, et puis ça obligeait les gens à se retrouver sur la table pour discuter par rapport. C'est que les grands groupes se retrouvaient pour discuter dans la gestion de pouvoir par rapport à ça. Donc, c'est un phénomène qui est exacerbé lors des grands rendez-vous politiques. Et malheureusement, les deux séquences de gestion de pouvoir pour cette indépendance, c'est-à-dire entre l'ordre de 60 et celui de 82, il y a eu quand même que, on peut noter malheureusement qu'au fur et à mesure qu'on a avancé, on a vu que l'ordre de 82 a renforcé et a fait du tribalisme un élément de gestion d'État, malheureusement. Il y a une gestion pratiquement ethnique, c'est-à-dire que la préservation, là, il semble qu'on aurait postulé quelque part que la préservation et la conservation du pouvoir de Yaoundé de M. Biapol devraient s'adosser sur des éléments de garantie qui ne devaient être que des garanties de type d'origine ethnique, c'est ça. Et malheureusement, quand les gens ont cette lecture-là avec du temps, ils sont obligés d'avoir très souvent une réaction. Parce qu'enfin, il ne faut pas confondre l'action et la réaction. Et quand c'est un cycle, au bout du compte, on ne sait même plus à quel moment l'action est, où se retrouve la réaction. Parce que lorsque vous voyez aujourd'hui, il va de soi que du coup, on est en train de voir dans les réseaux sociaux et de part et d'autre, ça se multiplie, des politiques qui veulent utiliser les tribus pour faire des choses, de part et d'autre, mais il y a que on ne peut pas c'est mon avis que vous avez demandé, ne pas considérer
que le pouvoir de 82, M. Biya-Paul et son système, ils ont fait du tribalisme, ça c'est mon avis, quelque chose, un élément de leur gouvernance. Vous avez quelques éléments concrets? Ah oui, mais écoutez, vous voulez qu'on ait quel genre de regard? Le pouvoir aujourd'hui, le pouvoir c'est d'abord la prise de décision. Ouais. C'est-à-dire qui impacte la société de manière directe. Cette prise de décision-là, aujourd'hui, c'est fait par qui? M. Biya Ngongo est décédé. C'est clair. Maintenant, la protection, laissez-moi finir, la protection du pouvoir de Yaoundé est faite par les corps de sécurité et de défense. N'est-ce pas? Vous avez le CET qui est... vous avez le CET, vous avez la DGSN, vous avez le MIDEF. C'est les aires géographiques, la protection du pouvoir. La protection juridique du pouvoir. C'est-à-dire le Conseil constitutionnel, c'est des personnes qui appartiennent à la même aire géographique. Maintenant, vous avez la caisse de l'État. La caisse de l'État, vous avez des gens qui tiennent la caisse de l'État, même s'ils, indépendamment de leurs compétences, parce qu'il y en a des très compétents, je peux citer, il y a le MIFI et autres, la caisse des dépôts de consignation qui a l'argent frais, la caisse autonome d'amortissement, c'est de l'argent frais, la CNPS, c'est de l'argent frais, c'est-à-dire c'est de l'argent, c'est du liquide là. Le patron du Cameroun à la BERC, les BERC nationales, c'est de l'argent frais. Tout ça, c'est une aire géographique, c'est-à-dire la caisse pour gérer. Docteur, est-ce qu'on ne va pas dire également... Tout ce que je suis en train de dire, c'est la structure de l'État, c'est-à-dire le cœur de l'État. Tout à fait. Voilà. Je vous relance quand même. Hein. Oui. Est-ce qu'on ne va pas également, si nous revenons justement en arrière, avoir également des cas où vous avez parlé par exemple du ministre de la Défense, on a eu également des Camerounais d'autres aires géographiques. Non. Si nous prenons le ministre des Finances, on a eu également des Camerounais d'autres ethnies. Si nous prenons ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne refuse pas. Est-ce qu'on ne peut pas dire que ce qu'on appelle l'ordre de 82 n'a pas fait de rotation? Non, l'histoire, c'est-à-dire l'histoire de l'arithmétique là, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je parle du pouvoir, de la gestion du pouvoir, que pouvoir. Hein, donc on peut faire ces grands ministres et donner au Sawadi ministre, même 15, même 30. Mais je vous donne là les éléments du cœur du pouvoir. Et pour vous dire qui tient le cœur du pouvoir. Et quand moi, de côté, je regarde ce cœur du pouvoir, malheureusement, c'est un... Donc, que vous mettez 10 ministres qui appartiennent au Bassa, ou 50 ministres au Douala, ou au Nordiste, ici, c'est pas ça qui m'intéresse. Je vous donne les éléments fondamentaux. Qui a la caisse de l'État aujourd'hui? Qui a la signature de l'État? Qui a la protection de l'État? Qui a la représentation auprès des structures qui comptent, c'est-à-dire en France et aux États-Unis, c'est-à-dire ceux qui peuvent impacter, qui est ambassadeur. C'est-à-dire que ça, c'est le cœur de l'État. Qui peut protéger le pouvoir de l'État aujourd'hui, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel. C'est des éléments fondamentaux. Quand vous avez ce genre de regard, ça peut amener d'autres à considérer qu'il y a un groupe ethnique qui tient le pouvoir, veut le protéger, le garder par tous les moyens. M. Biya-Paul aurait fait quelque chose de plus essentiel en restant dans ce qu'il y avait peut-être il y a 15-20 ans. Mais plus on avance, plus on a comme l'impression que les taux se resserrent vers un groupe particulier qui veut absolument garder le pouvoir. Jusqu'à une date récente. Par exemple, ces mêmes éléments ne pouvaient pas se voir de la même manière. Mais aujourd'hui, ça se voit. Ça se voit de cette manière-là. On ne peut pas empêcher aux Camerounais de regarder ça comme ça. Il faut seulement interpeller M. Biya qui essaie de corriger pour donner l'impression. Je vais vous rappeler, je suis par là, qu'il y a une posture négationniste de certains faits réels que lorsqu'on les regarde avec froideur à un moment donné, on peut aider ce pays. L'une des dernières discussions, l'une des discussions que j'ai eues avec le Premier ministre actuel, à son cabinet, c'était justement ça portait justement sur le négationnisme. J'ai discuté avec lui et ça s'est tourné parce que la fin de l'audience, Monsieur Fabien Cotte et tout ça qui était là peut vous dire, la fin de l'audience avec le Premier ministre n'a pas fonctionné bien. Parce que moi, je rappelais que, on était en 2019, c'était l'une des audiences qui se passait un peu mal avec lui. Mais je lui dis la vérité, qu'aujourd'hui, il y a un tribalisme qui monte, il faut que vous adressiez cette question d'une manière ou d'une autre. Il faut adresser. Et puis, lui m'a dit, et vous pensez qu'il y a un tribalisme ici au Cameroun, maintenant là, c'est dans ce bureau que vous avez me parler, comme ça là, vraiment, je te croyais. C'était ça la posture de mon Premier ministre, qui est un ami que je respecte, je ne l'ai pas connu quand il était Premier ministre. Et ça n'a pas tourné, mais heureusement que le pouvoir, ils ont finalement compris, et en 2019, on a sorti cette loi que personne n'est en train d'appliquer. C'était 1 an avant cette loi. Sur le tribalisme qu'on a eu. Donc il faut qu'à un moment donné, qu'en lieu et place des postures négationnistes, qu'on sache regarder la vérité en face et on adresse la question de fond pour que la société puisse avancer. Merci, docteur Hilaire Kamga, pour cette prise de parole. Valère Bessala, je vais résumer, je prends le risque de résumer les propos du docteur Hilaire Kamga. Il pense que si on parle de tribalisme en ce moment, l'ordre gouvernant y est pour beaucoup et pointe le président de la République, son excellence Paul Biya. C'est un point de vue
que vous pouvez également soutenir? Qu'est-ce qu'il a dit qui n'est pas vrai? Zattoo Home powered by Init7. Surfe mit bis zu 1 Gigabit im Glasfasernetz in dein vielleicht bestes TV-Erlebnis. Le Cameroun n'est pas un pays tribaliste, mais le Cameroun est un pays tribalisé. Tout à fait, c'est bon. Il vous a donné tous les éléments. Mais est-ce que vous pouvez concevoir dans un pays que l'essentiel des postes de souveraineté soit tenu par une aire géographique? C'est pas normal. Si on décide de diriger un pays en toute légalité, en toute clarté, les compétences, ça se retrouve partout. Les compétences ne se retrouvent pas seulement dans une aire géographique. Comprenez? Et d'ailleurs, je crois que dans un ouvrage, Jean-Marie Tanambara, je crois Marafa, il disait il y a des ministres à qui on a donné une fonction. Des fonctionnaires à qui on a donné des postes. Des titres, mais des titres. C'est ce que le docteur il est comme quand je vous dis depuis. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire il y a des ministres aussi, mais quel genre de ministres? Mais si parlons justement du pouvoir, c'est ces postes qui sont étroitement liés au pouvoir. J'en parlais tout à l'heure. Prenons le ministère de la Défense. Est-ce qu'on n'a pas eu des Camerounais d'autres ethnies, à part l'ethnie Beti? À part Ahmed Ouali Soubia, vous en connaissez qui? Très bien. Prenons le ministère des Finances. Esso aussi. On a eu à citer Laurent Esso, on a cité Ahmed Ouali. Allons aux finances. Encore aux finances. Voilà. On peut aller ailleurs. Rester aux finances. Mais aux finances, il y a eu à la mine. Je vais vous répondre quand À la mine, mais. Et lui, vous savez d'où il vient? Oh bah non, mais il va pas fait la bêtise. Et après donc ça. Non, je veux pas. Et avant lui, avec qui? Depuis 82. Bon. Moi, je vois pas la chose. Ça commence un peu à bugger, vous voyez un peu. Non, je m'en fous. Donc je ne voudrais pas... Il vous a cité des cas, il y a des statistiques. Les ambassadeurs, dès que vous regardez, vous mettez le curseur, vous retrouvez une aire. Même dans la préfecture. Vous mettez les postes de souveraineté, vous mettez le curseur. Quand on prend même quelqu'un d'une autre aire géographique, on met dans un poste de souveraineté, c'est qu'il a une affinité particulière avec le chef. Soit avec le chef directement, soit avec l'un des parents ou des relais que j'ai cités, de toutes les façons qu'on le tient quelque part. Aussi simple que ça. Pour moi, n'est pas là le débat. Moi, le débat, c'est pourquoi est-ce que le Cameroun est devenu un pays tribalisé. Je parlais tout à l'heure des causes. Tribalisé. Tout à fait. Le président Aïdjo avait un fonctionnement simple. Je l'ai expliqué en partie dans mon propos précédent. Mais Aïdjo, lui, il avait un souci. Il était contesté par ses propres frères. C'est-à-dire que ses propres frères pensaient qu'il n'était pas le meilleur d'entre eux que le blanc aurait eu à choisir. C'est pour ça que Baba Touré était très violent avec ses frères, notamment les Lamibé qui contestaient même son sample. Vous voyez? Et lui, il utilisait donc l'éclatement ou la distribution équitable du pouvoir pour justement choquer ses frères et mieux les contrôler. Onanawana était ministre des Finances de Aïdjo. Tout à fait. Il y en a d'autres. Vous comprenez? Et ses frères ne pouvaient pas revendiquer cette affaire-là parce qu'ils sentaient que Aïdjo travaille avec d'autres pour mieux asseoir son pouvoir et les contrôler. Donc faisons attention. Quand il prenait par exemple pour la province du Nord, avec le gouverneur, l'inspecteur général Ousmane Mey qui a passé presque tout le temps à Pérol. Vous savez, là, il a pris le titre, il était justement dans Kousseri dont nous parlons, le Logon-Echari, il sortait du Logon-Echari. Donc un extrême du septentrion qui venait en fait tenir toute la grande région, toute la grande province du septentrion. C'était pour contrôler ses pauvres frères. Donc lui, il a utilisé justement l'éclatement, il a chassé le tribalisme du moins institutionnel, loin des confins du pouvoir, pour mieux asseoir son pouvoir et s'assurer effectivement qu'il sera toujours en sécurité face à ses frères justement qui contestent son sang-peur. Mais cela ne dit pas que pendant qu'Aïdjo était là, il n'y avait pas un tribalisme rampant. Parce que le tribalisme rampant ne naît pas d'aujourd'hui. Tout à fait. Le tribalisme rampant, pas même d'avant les indépendances. C'est-à-dire qui a été imposé par le colon. Tout à fait. Scinder, couper certaines provinces des autres. Parce qu'en fait, le Bamileke, pour arriver à Yaoundé, avait besoin d'un pass, vous appelez ça comment? C'était un laissez-passer. Parce qu'en fait, c'était reconnu comme un pays de rebelles. Tout à fait. Donc pour traverser Bebdala, ce pont-là même n'existait même pas encore. Le pont-là, on passait à la nage ou bien par des pirogues, par des bacs. Pour traverser cet endroit-là, la Sanaga, il fallait avoir justement un laissez-passer.
Voilà les causes, les premiers fondements du tribalisme, c'est-à-dire que les populations des autres régions regardaient déjà à partir du laissez-passer les gens de l'Ouest comme des gens dangereux. Parce que le blanc leur dit, c'est des rebelles, ils contestent le pouvoir. Et vous, vous êtes à Yaoundé, c'est le siège de l'institution, vous avez tout. Vous êtes à Douala, c'est le siège de... Vous avez tout. Il faut craindre ces gens. Pour partir, traverser le pont du Mungo, le Bamileke avait besoin de laisser passer. Ça, c'est ce qu'il faut dire aux Camerounais. Les fondements donc, du tribalisme partent de là, c'est-à-dire la crainte de certaines tribus envers les autres. La crainte du Camerounais envers un autre, à l'égard des autres. Cela a donc rampé jusqu'en 82. Et bien, lui, il a transformé l'affaire, c'est-à-dire en se disant, je suis du centre-sud-est, puisqu'il y avait encore une seule province. Comment faire pour me maintenir? Il a inversé la logique politique d'Ahidjo. C'est-à-dire que, pour empêcher ses frères d'accéder au pouvoir, il leur a tout donné. Et il a plutôt fait des autres, des aigris, qui vont toujours prier au quotidien pour que lui, il tienne le pouvoir afin de les délivrer de la même mise de ses propres frères au pouvoir. La logique aujourd'hui, quand vous vous plaignez, vous dites que les boules ont tout, les boules ont tout, les boules ont tout. Nous voulons le chassement, nous voulons chasser les boules du pouvoir, nous voulons chasser. Bien, être tranquille. Parce qu'en fait, quand vous dites les boules ont tout, nous voulons chasser les boules du pouvoir, lui, il sait que ses frères boules sont en insécurité et savent qu'ils n'auront de pouvoir que tant que lui sera au pouvoir. Et donc, ils vont jouer des coups pour le maintenir. Voilà la logique simple du président Povia. Donc, il a institutionnalisé le tribalisme, ce que l'aîné docteur Kanga appelle le tribalisme d'État, pour que ses frères soient toujours insécurisés par les revendications des autres tribus lésées et que justement ses frères travaillent au quotidien pour le maintenir au pouvoir. Aussi simple que ça. On n'a pas besoin d'expliquer de midi à 14h. Les propos haineux donc ne sont rien d'autre que la conséquence de l'exacerbation du tribalisme qui en fait a encore un autre petit enfant qu'il a accouché, c'est-à-dire la malgouvernance. Puisqu'ils doivent maintenir l'hégémon suprême au pouvoir, ils sont obligés de piquer dans la caisse pour lui faire plaisir. Et quand on pique dans la caisse, on ne justifie pas ça parce que ça n'a pas été prévu. Conséquence, c'est que la corruption devient donc aussi institutionnalisée, une corruption d'État. Comme le tribalisme est devenu un tribalisme d'État. Nous avons donc une république de la malgouvernance. Nous avons une république des abjections sociales et sociétales qui justement ont pignon sur rue et qui justement commande ce que nous vivons aujourd'hui. Le Cameroun est donc un État, n'est pas un État tribaliste, mais un État tribalisé. Je vais donner en amont des explications. Merci Valère Bessala. Merci. Voilà, on a donc suivi un joli débat que je tiens encore à dénoncer par faire ici au Ringini et c'est Nyemek de Mbourmakoubi, toute cette bande des pauvres tribalistes. Je suis contente qu'ils ont été mis à leur place. Voilà. Donc, c'était tout pour aujourd'hui, pour la dénonciation d'aujourd'hui. Et à très bientôt. Bye bye.